Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui sont déjà connectés. Il est 11 heures précises. Je vous propose de patienter 1 ou 2 minutes et puis on commencera tranquillement. Et puis ceux qui doivent nous rejoindre nous rejoindront en cours de route. Soyez les bienvenus. Si quelqu'un veut bien dans le chat me dire qu'on m'entend bien, qu'on visualise bien le support, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous présenter aussi dans le chat. Bon, super, on me dit que ça fonctionne bien. Voilà, n'hésitez pas à vous présenter, à dire un petit peu aussi pourquoi vous êtes là. Sachant que cet onglet de chat sera vraiment à votre disposition pendant tout le webinaire pour poser vos questions. Je suis toute seule aujourd'hui, donc j'essaierai de jongler entre ma présentation et les questions. Mais voilà, si vous avez une question, je prendrai le temps d'y répondre au fil de notre webinaire. Super. Si ça fonctionne bien, c'est parfait. On laisse à tout le monde le temps d'arriver. Et on démarre. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ce webinaire dédié à la réponse au marché public et plus spécifiquement sur la partie critères, considérations environnementales de manière générale et avec cette problématique de finalement comment je fais pour intégrer tout le volet environnemental à ma réponse au marché public avec un gros focus finalement sur le mémoire technique. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi, je suis Lise Pesta, je suis conseillère référente marché public à la Chambre de métiers de région Grand Est et je m'occupe de tout le périmètre du Grand Est, à l'exception de l'Alsace, qui est gérée par ma collègue Cécilia Kiefer, qui exerce exactement les mêmes fonctions que moi, mais uniquement sur le territoire de l'Alsace. Vous avez nos coordonnées. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Cécilia en fonction de l'endroit où vous habitez. On pourra faire le point sur votre situation et voir ensemble comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Alors, on me dit qu'on m'entend pas très fort. C'est peut-être qu'il faut que je parle un petit peu plus fort. Hop, je m'avance un petit peu. Dites-moi si c'est bon. Donc voilà, Lise Pesta, Cécilia Kiefer, vos conseillères référentes. On anime une offre de service que je vous présenterai plus à la fin du webinaire pour qu'on rentre le plus rapidement possible dans le vif du sujet. Dites-moi si vous m'entendez bien, si c'est mieux comme ça. Alors, pourquoi assister à ce webinaire? Finalement, il y a 2 types de profils qui peuvent être concernés par ce webinaire. Premier profil, c'est finalement je suis vert, de manière générale. J'ai déjà engagé une démarche environnementale et j'envisage maintenant de me lancer sur les marchés publics. Alors, c'est une bonne idée, parce que les marchés publics, finalement, ils peuvent vous permettre d'élargir vos débouchés. Et les marchés publics, comme finalement sur l'ensemble du secteur privé, les marchés publics, ils sont de plus en plus sensibles à la question environnementale, à la condition, comme pour les marchés privés, de savoir comment valoriser finalement ces engagements environnementaux, comment parler le bon langage, si je peux m'exprimer ainsi, respecter les codes, les attentes. Voilà, donc si c'est votre interrogation, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit, on va en parler ensemble aujourd'hui. Et puis, toujours par rapport à ce premier profil, les marchés publics, c'est aussi une bonne idée si vous souhaitez travailler en local. Alors, les acheteurs publics, ils n'ont pas le droit de vous favoriser parce que vous êtes du coin, vous êtes à proximité, mais vos engagements environnementaux et généralement votre réactivité, le fait que vous ayez des délais d'intervention généralement plus courts parce que vous êtes à proximité, c'est ça qui va vous permettre très certainement de passer devant vos autres concurrents qui, eux, seront un peu plus éloignés. Et encore une fois, tout ça, c'est à la condition de savoir où et comment l'écrire, comment transformer finalement l'essai. Vous avez ces engagements environnementaux, comment est-ce qu'on fait pour le valoriser, comment est-ce qu'on fait pour l'exploiter, pour gagner des points. Premier profil. Et deuxième profil, c'est je réponds déjà au marché public,
mais je souhaite vraiment progresser dans ma réponse, gagner en efficacité et notamment sur la partie environnementale. Alors, pour ce deuxième profil, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée d'engager cette démarche dès maintenant, parce qu'on sait que le contexte, il va évoluer très rapidement. Aujourd'hui, on est dans un système, on va dire, de bonus, c'est-à-dire que engagements environnementaux, égale, points supplémentaires, voire même dans un système de bonus, malus. Mais demain, on va vraiment être dans un système où l'environnement, ça va devenir une condition nécessaire pour remporter un marché public. Et finalement, il vaut mieux anticiper pour pas se laisser distancer, parce qu'on sait que la norme, elle évolue rapidement. Aujourd'hui, vous êtes avant-gardiste, vous êtes innovant, mais demain, tout le monde sera au même niveau. Et voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'anticiper. Donc, encore une fois, vous êtes au bon endroit. Toujours par rapport à ce deuxième profil, il y a aussi un intérêt vraiment à travailler sur la démarche de réponse et notamment sur la construction d'un document qui s'appelle le mémoire technique, parce que le prix, c'est plus comme il y a 20 ans ou 30 ans, c'est plus le critère roi pour remporter un marché public. Aujourd'hui, c'est vraiment la valeur technique, le mémoire technique qui fait la différence. Aujourd'hui, on estime qu'il pèse à peu près 60% de votre note. Donc voilà, il y a un vrai intérêt à travailler sur ce document. Et finalement, c'est pas si compliqué quand on sait ce qu'on cherche et où est-ce qu'on peut le trouver. Donc voilà, encore une fois, vous êtes au bon endroit pour améliorer votre démarche de réponse et notamment pour rédiger un mémoire technique efficace. Concernant le déroulement du webinaire, on va d'abord faire un petit point de contexte, voilà, pour déterminer un petit peu votre marge de manœuvre concernant l'environnement sur les marchés publics. Ensuite, on verra ensemble finalement des exemples de critères et de clauses environnementales en fonction des différentes activités, pour que vous sachiez un petit peu quelles sont les attentes. Et troisième partie, on verra finalement, on fera un zoom sur la démarche de réponse pour voir comment intégrer ces différents éléments dans votre réponse, notamment la structuration du mémoire technique, comment être sûr de répondre aux attentes environnementales dans votre mémoire technique et quelques exemples d'erreurs à ne pas reproduire. Et à la fin du webinaire, j'essaierai de vous présenter les prochaines dates clés parce que voilà, on essaye aussi de vous donner des opportunités de rencontrer des acheteurs publics, hein, voilà, sous forme de petits rendez-vous pour que vous puissiez justement venir valoriser votre savoir-faire. Donc, on vous présentera les 2 prochaines dates de rencontres à Metz et aussi des occasions de vous former sur le mémoire technique, hein, des ateliers pratiques de 2 heures sur le mémoire technique, voilà, que j'animerai à Laxou et à Chaumont. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, on pourra en rediscuter et vous avez aussi les liens d'inscription qui sont fournis dans le support PDF que vous pouvez déjà télécharger. Normalement, vous avez un petit icône en haut à droite où vous pouvez déjà télécharger le support PDF. Comme ça, vous avez déjà mes coordonnées et vous avez aussi les liens d'inscription si ça vous intéresse. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Première partie, l'environnement, est-ce que c'est un passage obligé? Comme je vous l'expliquais, on est encore aujourd'hui dans un système de bonus, hein, autrement dit, il n'y a pas de réelle obligation, mais on a quand même une échéance. C'est l'échéance de 2026. C'est une échéance qui a été fixée par la loi climat et résilience qui date, elle, de 2021. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette loi? Elle nous dit qu'à partir de 2026, 100% des marchés devront intégrer des considérations environnementales. C'est-à-dire prendre en compte l'environnement dans la définition du besoin, intégrer l'environnement dans les critères d'attribution du marché et dans les clauses d'exécution. On reviendra un petit peu sur ces 3 notions-là. Et nous dit aussi en parallèle, hein, je fais une petite parenthèse, ça concerne l'ensemble des marchés, il y a aussi un focus sur les marchés de travaux. À partir du 1er janvier 2030, l'usage des matériaux biosourcés ou bas carbone devront intervenir dans au moins 25% des rénovations lourdes et des constructions qui relèvent de la commande publique. Voilà, donc ça c'est un petit zoom sur les marchés de travaux, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Retenez simplement qu'à partir de 2026, 100% des marchés devront intégrer l'environnement. Donc ça c'est 2026.
aujourd'hui, on assiste quand même d'ores et déjà à un mouvement de la part des acheteurs, les acheteurs qui cherchent déjà à être exemplaires, même si pour l'instant il n'y a pas d'obligation, parce qu'ils sont déjà en train d'anticiper la réglementation qui arrive. Donc aujourd'hui, on a déjà 20% des marchés qui comprennent soit un critère, soit une clause environnementale. Donc c'est déjà une réalité finalement. On a aussi certains acheteurs qui sont particulièrement volontaristes sur la question, notamment Strasbourg et Nancy, qui intègrent de manière quasi systématique des critères ou des clauses environnementales dans leur marché. Et à minima, finalement, les acheteurs publics, ils valorisent déjà par un système de bonus-malus les réponses qui sont engagées sur le plan environnemental. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'est déjà une réalité, mais que ça va s'intensifier à partir de 2026 et qu'on ne pourra plus passer à côté. Rapidement, en 2026, autrement dit, à partir de 2026, les acheteurs publics vont devoir se demander quel est mon besoin, comment est-ce que je peux intégrer l'environnement dans la définition de ce besoin. Est-ce que, par exemple, je peux louer plutôt qu'acheter? Est-ce que je peux utiliser d'autres types de matériaux que ceux qu'on utilise traditionnellement? Est-ce que je peux réfléchir un petit peu sur les quantités dont j'ai vraiment besoin? Si j'ai beaucoup, est-ce que je peux pas mutualiser avec mon voisin? Si j'ai peu, est-ce que je peux pas réduire un petit peu les quantités dans mon cahier des charges pour réduire le gaspillage, etc. Deuxième questionnement, les acheteurs vont devoir se demander comment est-ce que je peux m'assurer que l'entreprise qui va remporter le marché, il va répondre à ce besoin. Donc avec une grande réflexion sur les critères d'attribution, permettre aussi plus facilement aux entreprises de se regrouper pour répondre au marché, autoriser également les entreprises à proposer des variantes. Donc on va pas faire, voilà, c'est pas l'objet aujourd'hui. Si ça vous intéresse la notion de variante, on pourra en rediscuter. Et troisième questionnement, comment est-ce que je peux m'assurer que l'entreprise qui va remporter le marché, elle va respecter ses engagements in fine. Donc là, on va venir encadrer l'exécution du marché par des clauses environnementales et on va aussi systématiser voilà, les contrôles. N'hésitez pas, si vous avez des questions à ce stade, à les mettre dans le chat, à me dire si vous m'entendez bien, si tout se passe bien. Voilà. Sinon, je continue à dérouler. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans les marchés publics à partir de 2026 On en a déjà aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va retrouver de manière systématique dans les marchés publics à partir de 2026? Donc là, 3 notions clés. Première notion, première possibilité, c'est celle d'un marché vert. Donc le marché vert, c'est quoi? C'est quand l'objet du marché, l'ADN du marché est verte. Je vous ai mis des exemples pour que ce soit un peu plus concret. Fourniture de produits bio ou installation de panneaux photovoltaïques. Là, on voit bien la couleur, elle est annoncée dès le titre du marché. On sait que l'objet du marché, ça va être l'attente essentielle, elle est sur la partie environnementale. Donc finalement, vous savez en fonction de ce que vous proposez si vous êtes concerné ou non. Et donc, s'il est intéressant pour vous de vous positionner. Deuxième possibilité, c'est un marché public qui intègre un critère environnemental. Donc là, un critère environnemental, ça signifie que si vous souhaitez remporter ce marché, il faudra cocher certaines cases. Parce que ces cases-là, elles vont compter pour votre note. Autrement dit, il y a certaines attentes environnementales qui vont être formulées et qui vont servir à départager les concurrents. Donc, chaque critère, un critère environnemental, il est pondéré. On sait pour combien il va compter dans la note finale. Et donc, la pondération du critère environnement, elle apparaît. Voilà, par exemple, ici, c'est environnement 20%. Et elle peut apparaître comme un critère ou comme un sous-critère. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, l'idée, c'est que vous savez que pour remporter le marché, on va vous évaluer sur la partie environnementale. Et troisième possibilité, qui peuvent se combiner, critères plus clause vont souvent ensemble. Troisième possibilité, c'est clause environnementale. Donc là, on a une obligation pour le titulaire du marché, c'est-à-dire une modalité d'exécution. Autrement dit, si vous exécutez ce contrat, si vous êtes retenu,
autant le critère environnemental, c'est avant de remporter le marché et la clause environnementale, c'est une fois que vous remportez le marché. Si vous exécutez ce contrat, vous devrez respecter certaines attentes incontournables, par exemple, voilà, si c'est entretien des espaces verts, ben, arrosage des espaces verts en fin d'après-midi, c'est l'acheteur qui vous l'impose. J'espère que tout est clair. Donc voilà, une fois qu'on a compris ce qu'était un critère environnemental, c'est-à-dire un élément de notation et une clause environnementale, hein, parce que c'est vraiment les deux notions clés qui vont nous intéresser. Critère environnemental, élément de notation et clause environnementale, une consigne, une obligation dans l'exécution du marché. On va essayer d'identifier des exemples concrets pour différentes activités. On passe à notre deuxième partie. Hop. D'abord, des exemples de critères environnementaux. Donc, je vous parlais voilà, de la distinction entre critères et sous-critères. Dans le règlement de consultation, on va toujours vous donner la pondération des différents critères sur lesquels vous serez noté, c'est-à-dire le poids de chaque critère dans votre notation. On voit ici, par exemple, que votre démarche environnementale, elle va représenter 20% de votre note. Mais finalement, ça ne nous dit pas grand-chose sur les éléments précis qui vont permettre de vous donner ou non la totalité des points environnementaux, c'est-à-dire la totalité des 20%. C'est pour ça que finalement, il y a de nombreux acheteurs qui donnent également des sous-critères, c'est-à-dire des points précis sur lesquels vous allez être noté pour la partie environnement. Donc, l'environnement peut apparaître comme critère avec des sous-critères, ou alors il peut être un sous-critère de la valeur technique, par exemple. Voilà. Et donc, les critères ou les sous-critères, c'est souvent des pourcentages, des taux de matériaux, de produits, voilà, produits recyclés, produits réemployés, produits valorisés. Alors, pourquoi est-ce que c'est des pourcentages? Souvent, pour la simple et bonne raison parce que ce sont des critères et donc qu'ils doivent faciliter la notation. Donc, quand on donne des pourcentages, on peut facilement définir un barème. Par exemple, de 0 à 30%, on donne un tiers des points. De 30 à 50%, on donne 50% des points, etc., etc. Ça facilite quand même la notation. Donc, voilà, critères environnementaux et ou sous-critères qui prennent souvent la forme de pourcentage ou de taux, de proportion. Alors, quelques précisions concernant la définition des critères ou des sous-critères environnementaux. Est-ce qu'on peut vous noter sur n'importe quel critère? Alors, comme je vous l'ai expliqué, un critère, il doit être construit de manière à permettre la notation. Il doit donc être objectif, quantifiable, précis. D'où la notion de proportion, de pourcentage, de taux. Un critère, il doit également favoriser une juste notation. Ça signifie qu'il ne doit pas être discriminatoire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas conduire à comment dire, écarter injustement des entreprises. Par exemple, un critère qui a été jugé discriminatoire par le juge, c'était de noter l'entreprise sur la quantité de CO2 qu'elle va émettre dans le cadre du marché. Parce que finalement, ça revenait à désavantager les entreprises qui étaient les plus éloignées du lieu d'exécution du marché. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est comparer les quantités de CO2 par kilomètre. Parce que finalement, ça permet de valoriser celui qui fait des efforts pour limiter ses émissions, même s'il est loin. Donc voilà, des critères objectifs, précis, qui ne sont pas discriminatoires, c'est-à-dire qui permettent pas qui ne conduisent pas à restreindre la concurrence. Un dernier point par rapport à cette histoire de discrimination, enfin de non-discrimination. Souvent, je vois des entreprises qui vont se censurer quand elles voient un cahier des charges, un règlement de consultation dans lequel on leur demande un label, une certification, en disant « Ah bah moi, je n'ai pas cette certification, donc je ne peux pas répondre ». Sachez que l'acheteur a l'obligation d'accepter des équivalents. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le label, vous n'avez pas la certification, mais que quand vous regardez dans le cahier des charges de la certification, vous remplissez tous les critères, mais vous n'avez juste pas le petit papier, demandez à l'acheteur, via l'onglet questions-réponses
du profil acheteur, quels sont les équivalents que vous pouvez produire. Souvent, vous pouvez produire une déclaration sur l'honneur ou une attestation qui peut vous permettre de cocher cette case-là et donc de pouvoir répondre. Petite parenthèse fermée. Troisième point concernant les critères d'attribution. Un critère, il doit toujours être en rapport avec le marché. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous noter par rapport à quelque chose qui ne concerne pas du tout le marché auquel vous candidatez. Par exemple, un critère qui a été, écarté par le juge, c'était un critère qui relevait de la politique générale, la politique RSE générale de l'entreprise, c'est-à-dire ce que vous faites de manière générale pour l'environnement, loterie sélective dans vos bureaux, éclairage LED dans vos bureaux. Finalement, si ça ne concerne pas le marché, si ça relève de votre politique à vous dans vos bureaux, ça n'intéresse pas l'acheteur et l'acheteur ne peut pas vous attribuer de points là-dessus. Pareil, hein, il y a eu le cas, moi j'ai rencontré, dans un marché de traiteurs, où c'était pour des prestations véganes et on demandait, la démarche relative au bien-être animal. Bah, ça ne concerne pas le marché vu qu'on est sur un marché végan. Donc dans ces cas-là, le critère ne s'applique pas. Maintenant, des exemples de clauses environnementales. Donc, on n'est plus sur la partie critères, on est sur la partie clause, c'est-à-dire obligation d'exécution si vous remportez le marché. Donc là, je vous ai mis des exemples. J'espère que vous voyez bien. C'est des exemples selon les activités. Hein. Par exemple, pour les entretiens d'espaces verts, comme je l'ai dit, arrosage des espaces en fin d'après-midi, aménagement des espaces extérieurs qui respectent la biodiversité. Pour les travaux, il y en a beaucoup hein, relatifs aux déchets, aux chantiers propres, mais aussi pour des prestations intellectuelles, notamment de formation, de dématérialisation des documents ou de l'impression sur papier recyclé. Pour tout ce qui est textile, il y a aussi tout ce qui est la qualité et le caractère bio-responsable des textiles, dans le nettoyage, les matériaux utilisés, etc., etc. Donc, vous le voyez, hein, finalement, ce sont souvent, contrairement aux critères qui sont des taux, des proportions, etc., là, on est vraiment sur des processus de fabrication, de conditionnement, de stockage, de livraison, de réalisation des prestations. Voilà, donc vous pouvez télécharger le support si vous souhaitez le regarder un peu plus en détail. On ne va pas forcément s'attarder là-dessus. Et puis, si vous avez une attente particulière par rapport à votre activité, on pourra en rediscuter. Hein, si vous souhaitez, je ne pouvais pas tout détailler sur cette slide-là, mais ça vous donne déjà quelques idées. On va passer à la partie 3, s'il n'y a pas de questions. Je vous laisse peut-être 2 minutes là, si jamais vous avez des questions, le temps que je boive un coup. Bon, très bien, ça veut dire que tout est clair. Je continue, donc du coup, partie 3. Comment est-ce que finalement, j'intègre ces éléments-là, critères, clauses, dans ma réponse au marché public? La première étape, ça va être de vérifier que je suis en mesure de répondre. Donc, je vais prendre le document qui s'appelle le document règlement de la consultation. Règlement de consultation. Donc, vous allez sur le profil acheteur. Dites-moi si la notion de profil acheteur est OK pour tout le monde. Il n'y a pas de question bête. Donc, je vais sur le profil acheteur, je télécharge le dossier de consultation des entreprises et je vais sélectionner le document qui s'appelle règlement de consultation. Et à l'intérieur de ce document, je vais aller chercher un petit paragraphe qui m'intéresse, qui est le paragraphe critères de jugement des offres, critères de sélection des offres, peu importe. Généralement, c'est vers les 3/4 du document. Et là, l'acheteur va détailler l'ensemble de ses attentes. Donc, il y a des attentes qui relèvent de l'environnement, mais il y a aussi d'autres attentes. Hein. Confidentialité, protocole sanitaire, délai, qualité des matériaux, calendrier du projet. Et là, je vais venir faire une liste de toutes ces attentes. Et mon questionnement, ça va être, est-ce que déjà je suis en phase avec toutes ces attentes? Est-ce que je serai capable d'exécuter le marché? Est-ce que je suis en mesure de proposer des choses qui permettent de répondre à ces attentes?
Est-ce que je coche les cases? Et deuxième questionnement, est-ce que pour répondre à ce marché-là, j'ai des éléments de preuve qui vont donner du crédit à ma réponse? Alors, c'est preuve au sens large, hein, c'est pas preuve juridique. Ça peut être des photos, ça peut être des attestations, des témoignages de clients, des références, voilà, qui vont vous permettre de donner du crédit à votre argumentation. Donc, par exemple, là, je vous ai fait un exemple. Je vois dans le règlement de consultation, critères, sélection, paragraphe, pardon, critères de sélection des offres, gestion des déchets, dont des invendus et emballage. Voilà, donc je vais chercher, moi, dans ce que je propose, un protocole, si j'ai un protocole spécifique de gestion des déchets, si par exemple j'ai un partenariat avec une association pour le don des invendus, et quelle est ma politique en matière d'emballage? Est-ce que j'utilise des emballages recyclés, par exemple? Et je vais chercher aussi dans mes documents ce qui peut me permettre d'attester de ma démarche. Est-ce que j'ai une charte relative à la gestion des déchets? Est-ce que j'ai pris des photos sur mon dernier projet? Voilà, du tri qu'on avait organisé dans la gestion des déchets. Est-ce que j'ai une photo, par exemple, lorsqu'on a signé avec une association pour le don des invendus, une publication LinkedIn ou sur les réseaux sociaux? Tout ce qui peut permettre d'attester de vos engagements environnementaux. Et par exemple, vous avez mis en place un système d'emballage recyclé pour votre dernier projet. N'hésitez pas à mentionner vos références. Voilà, donc tous les éléments de preuve dont vous disposez pour attester de votre démarche environnementale. Encore une fois, je précise, hein, c'est la même démarche pour toutes les attentes, pas seulement les attentes environnementales. Voilà, mais là, comme on fait un focus sur les attentes environnementales aujourd'hui, je m'attarde un peu plus sur celle-là, c'est normal. Ok, donc première étape, je vérifie que je suis en mesure de répondre, que j'ai à chaque fois une démarche qui va bien pour répondre aux attentes de l'acheteur et des éléments de preuve. Deuxième étape, c'est j'ai décidé de répondre, hein, parce que j'ai coché toutes les cases, j'ai normalement ce qu'il faut. Et là, je vais venir établir la structure de mon mémoire technique. Moi, ce que je vous propose là, c'est une trame en 3 parties. On ne va pas forcément s'attarder sur le pourquoi du comment, etc., parce qu'on a des formats dédiés sur le mémoire technique. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire à un atelier. Si jamais vous n'en avez pas à côté de chez vous, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse en organiser. Voilà, on va juste faire un focus sur cette trame en 3 parties avec 3 parties qui visent un objectif bien précis avec un contenu bien précis. Première partie, présentation de l'entreprise qui vise à offrir à l'acheteur une vue d'ensemble rapide de qui vous êtes. Donc là, vous allez donner l'historique de votre entreprise, votre domaine d'activité, votre clientèle, vos références, votre équipe, etc. Tout ce qui permet, entre guillemets, d'introduire. Ensuite, deuxième partie, moyens humains et techniques alloués au projet. Là, on vient vraiment faire un zoom sur le projet auquel vous répondez et les attentes de l'acheteur. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. Vous avez fait cette espèce de liste d'acheteurs, d'attentes formulées par l'acheteur. Et là, vous allez formuler l'ensemble des éléments de réponse aux attentes que vous avez identifiées. Donc, par exemple, là, on avait identifié gestion des déchets, dont des invendus, emballage. Dans cette partie-là, vous allez détailler finalement comment est-ce que vous répondez à ces 3 grandes attentes que vous avez identifiées. Là, on est vraiment dans votre proposition technique. Et troisième partie, référence. Là, l'idée, c'est vraiment de venir rassurer l'acheteur. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas notre cobaye. On a déjà fait d'autres chantiers ou d'autres projets similaires. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc là, l'idée, c'est de construire ces 2 parties en miroir. C'est-à-dire que les 3 points, par exemple, là, qu'on a listés tout à l'heure et qu'on a détaillés dans la partie 2, je vais essayer de les accréditer grâce à un témoignage, une attestation. Donc là, c'est vraiment la partie preuve. Par exemple, gestion des déchets. Vous avez coché ces 3 cases-là, vous avez répondu à ces 3 cases-là dans votre partie 2. Dans votre partie 3, vous allez expliquer comment, sur votre dernier projet, vous avez particulièrement bien géré les déchets, avec une photo, avec un témoignage de votre client, etc., etc. L'idée, c'est vraiment de venir rassurer
l'acheteur concernant ce que vous avez avancé dans la partie 2, la partie précédente. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce qu'il faut que je donne encore un exemple ou que je revienne un petit peu sur ces 3 parties? N'hésitez pas à me dire, hein. L'idée, c'est vraiment d'avoir une trame. Bon, super, ça veut dire que c'est clair. L'idée, c'est d'avoir une trame en entonnoir, en V. On part du plus général. Voici qui nous sommes de manière générale, la politique de notre entreprise. On resserre un petit peu. Voici ce que nous vous proposons pour répondre à votre projet et uniquement à votre projet, vos attentes. Et troisième partie, un peu plus resserrée encore, rassurez-vous, nous l'avons déjà fait, vous n'êtes pas notre cobaye, etc., etc. Donc, encore une fois, la partie 2 a un zoom sur les attentes de l'acheteur qu'on a identifié dans le règlement de consultation. Et là, on faisait un zoom très particulier sur les attentes environnementales, mais ça concerne toutes les attentes. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit exemple de ce qu'on peut retrouver dans chacune des 3 parties. Présentation de l'entreprise, historique de l'entreprise. Voilà, on est une entreprise qui s'est toujours intéressée à la biodiversité pour telle et telle raison. Comment est-ce que l'environnement s'intègre dans notre activité quotidienne? Donc là, par exemple, vous pouvez parler du tri sélectif, de l'éclairage LED, de la démarche sociétale de l'entreprise, si vous avez des apprentis. Voilà, sachant que là, encore une fois, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça ne va pas vous rapporter de points. Parce que comme c'est pas en lien avec l'objet du marché, ça ne pourra pas vous rapporter de points. En revanche, ça va, ça va donner une bonne impression et ça va surtout donner l'impression que vous ne faites pas ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire que, bon, on met 2-3 trucs un petit peu environnementaux dans notre mémoire technique pour se donner une bonne image, mais que de manière générale, dans votre entreprise, l'environnement, c'est important pour vous. Voilà, donc je vous ai mis des petits exemples de formulation et des éléments de preuve dont vous disposez. Ça va être par exemple la date d'obtention d'un label ou d'un agrément, le mini CV d'un salarié qui a suivi une formation, par exemple sur le tri ou sur les économies d'énergie. Donc ça peut faire partie des éléments de preuve, entre guillemets, hein, au sens très large du terme, que vous pouvez apporter pour cette partie 1 qui doit rester de manière générale très, très large. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la partie 2 où vous allez vraiment cibler les attentes de l'acheteur. Voilà, traçabilité des matériaux, chantier à faible nuisance. Là, ce que vous proposez, c'est des véhicules peu polluants, l'enlèvement et le recyclage des déchets et donc des éléments de preuve, des photos des véhicules. Attention aux photos, hein, on essaie de prendre des photos qui mettent en valeur votre entreprise, pas des photos avec des véhicules sales ou en mauvais état. On essaie de prendre des belles photos, des attestations, des témoignages clients, etc., comme je l'expliquais tout à l'heure. Et troisième partie, je l'expliquais aussi, l'idée, c'est de montrer comment l'entreprise a réussi dans l'exécution du marché précédent, du marché que vous avez sélectionné, à répondre aux exigences environnementales que vous avez développées dans la partie d'avant. Je ne rentre pas dans le détail parce que je pense que je me suis déjà un peu étalée sur ce point-là. Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport au choix de la référence que vous allez développer dans la partie 3. L'idée, c'est de sélectionner le projet qui se rapproche le plus possible du projet auquel vous répondez, que ce soit en termes de montant ou en matière de prestations. Ça peut aussi être un marché privé, hein, si jamais vous n'avez pas d'expérience sur les marchés publics, ne vous censurez pas. L'idée, c'est vraiment de choisir le projet qui permette le plus facilement possible d'illustrer les points que vous avez développés dans la partie 2. Voilà. Quelques exemples d'erreurs à ne pas reproduire concernant la partie environnementale. Donc ça, c'est des exemples réels, hein, que j'ai pu rencontrer, que j'ai anonymisés à des fins pédagogiques. Alors, premier exemple, donc je vous ai mis en haut le règlement de consultation, donc avec la partie critères de sélection. Donc on voit bien là que dans le mémoire technique, il est demandé de développer les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes habitant sur site et la gestion, la réduction des nuisances. Chantier en site occupé, bruit,
poussière, salissure. Donc on voit bien finalement dans le règlement de consultation qu'on est en zone urbaine et que l'attente, finalement, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que, le voisinage ne soit pas trop embêté par le chantier? Et ça, c'est souvent une attente essentielle quand on est en ville, parce que souvent les élus n'ont pas envie de se retrouver avec, des plaintes, du voisinage. Donc on vous montre bien quelle est l'attente et finalement, un artisan, hein, voilà, qui avait certainement dû, déjà répondre à ce type de clause, mais dans une zone rurale, a fait un espèce de copier-coller, hein, sans se rendre compte que finalement c'était pas adapté. Donc lui, il parle, voilà, de, les promeneurs, les campeurs, respecter la faune et la flore à proximité du chantier. Donc en fait, ça donne vraiment une très mauvaise impression parce qu'on voit bien que vous avez fait un copier-coller et que vous passez à côté de l'attente essentielle qui est de préserver le voisinage et de caresser un petit peu dans le sens du poil, l'élu, qui a, demandé à son équipe de mettre ça dans le marché, dans les documents de marché. Donc évitez les copier-coller et essayez vraiment d'aller cibler le plus possible et donc, les attentes et donc de personnaliser le plus possible votre mémoire technique. Deuxième exemple, là, c'est, des arguments qui sont très bons, mais qui sont mal exploités tout simplement parce qu'on n'a pas assez fait le lien avec l'objet du marché. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on ne peut vous attribuer de points environnementaux que, lorsque on a fait le lien avec l'objet du marché. Donc ça, c'est valable pour l'acheteur, mais c'est aussi valable pour vous. Donc là, par exemple, on a un artisan qui explique, qui détaille un petit peu sa flotte automobile et qui dit notamment qu'il a un véhicule électrique. Mais ça suffit pas, hein, de dire qu'on a un véhicule électrique. Ce qu'il faut dire, c'est si ces véhicules électriques seront utilisés pour le marché. C'est bête, hein, ça peut paraître un petit détail ou une nuance, mais c'est ce qui vraiment va permettre à l'acheteur de vous attribuer des points. Je vous ai fait aussi, le même exemple par rapport, à ce qu'on appelle des clauses sociales. Donc c'est pas l'objet aujourd'hui, mais bon, clause sociale et clause environnementale, ça va généralement ensemble. Donc là, l'entreprise dit que, ils ont des apprentis. Idem, on ne peut pas vous attribuer, de points sur cette partie-là si jamais vous n'avez pas fait le lien avec le marché auquel vous répondez. Est-ce que ces apprentis-là vont travailler, sur le projet auquel vous répondez? Et si oui, comment? À quelle place? À combien d'heures par semaine? Voilà. Donc toujours faire attention à bien faire le lien pour qu'on puisse vous attribuer des points. Sinon, ça relève de la politique générale de l'entreprise et dans ce cas-là, on ne peut pas vous attribuer de points sans risquer d'avoir des problèmes ensuite. Voilà, je fais une petite pause, pour les questions. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous avez mes coordonnées. Vous avez aussi les coordonnées de Cécilia, qui est mon homologue, en Alsace, et qui, assure les mêmes fonctions que moi, qui anime aussi des webinaires, qui anime des ateliers sur le mémoire technique, sur Chorus Pro, sur le DUM, qui, peut relire votre mémoire technique, vous aider à acquérir un certificat de signature électronique, voilà. Donc on est vraiment à votre disposition. On anime une offre de service qui est prise en charge, pour, les artisans immatriculés à la chambre de métier. Donc ça veut dire qu'on ne vous demandera pas de contrepartie, financière pour notre accompagnement. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous et à faire le point avec nous sur vos besoins. On essaiera de vous accompagner au mieux. Chose promise, chose due, les prochaines échéances, donc dans le cadre de l'offre de service qu'on anime avec Cécilia, on propose des rendez-vous de la commande publique, c'est-à-dire des opérations où on va proposer, des rendez-vous individuels de 10-15 minutes, qui vous permettent de rencontrer 1, 2, 4, voire 5 ou 6 acheteurs sur une demi-journée. Donc en termes de prospection, c'est vraiment assez rentable. Alors vous allez me dire s'il y a, une procédure de mise en concurrence avec un dossier de réponse, à quoi ça sert? Bah, en fait, sachez si vous ne le savez pas, qu'il y a 2 types de procédures qui permettent d'accéder à un marché public. Sur des petits montants, en dessous de 40 000 € pour les marchés hors travaux et 100 000 € pour les marchés de travaux, il n'y a pas forcément besoin de constituer un dossier de réponse complet.
l'acheteur peut entrer en relation avec vous pour vous demander un devis, ça suffit, si le montant est relativement faible. Donc là, l'idée, si vous vous situez sur des prestations avec des faibles montants de manière générale, c'est tout bénef pour vous de venir pour distribuer votre carte de visite, parce que le jour où les acheteurs auront besoin de vous, bah, ils pourront vous contacter directement. Et pour les marchés avec mise en concurrence, donc là sur des montants un petit peu plus élevés, heu, ça peut être, intéressant pour vous de venir expliquer ce que vous faites, poser des questions, savoir quand les marchés seront publiés pour le prévoir un petit peu dans votre agenda. Posez vos questions parce que je le répète, très souvent, à partir du moment où le marché public est publié, vous n'avez plus le droit de prendre votre téléphone et de poser des questions sur le marché. Vous devez passer par le profil acheteur et c'est dématérialisé, donc ça complique un petit peu les choses. Voilà, donc il y a tout intérêt pour vous à venir rencontrer, des acheteurs publics, heu, lors de ces opérations-là. Donc les 2 prochaines dates, elles sont à Metz, alors c'est pas fait exprès, hein. Heu, le 3 février, donc là, c'est uniquement avec des bailleurs sociaux, donc des bailleurs sociaux de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Donc là, on a le lien d'inscription devrait m'arriver, incessamment sous peu. J'ai pas eu l'occasion de le rajouter parce que je ne l'ai pas encore, mais je vous ferai un mail avec le lien d'inscription. Sinon, vous avez déjà le lien de préinscription pour le 4 avril. Et là, ça sera tout acheteur public du Grand Est. Donc ça sera, des communes, des communautés de communes, potentiellement, voilà, le département de la Moselle, des bailleurs sociaux, voilà, ce sera un petit peu plus large. Là, on n'a pas encore ouvert les inscriptions, mais vous avez déjà le lien de préinscription. Vous préinscrivez et puis si vous avez, voilà, heu, le souhait, une fois l'inscription, les inscriptions ouvertes, de poursuivre, vous pourrez vous inscrire. Mais il n'y a pas forcément d'engagement à ce stade, c'est juste pour me faire une idée, de qui est intéressé. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à cette opération-là. Les rendez-vous de la commande publique, c'est un format qui fonctionne très, très bien. On a de très, très bons retours, hein, de la part des entreprises et des acheteurs publics. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire ou vous préinscrire. C'est gratuit, je le précise parce que souvent j'oublie de le dire. Sinon, autre possibilité, les ateliers dédiés à la rédaction du mémoire technique. On a aujourd'hui un petit peu parlé du mémoire technique, on a parlé de la trame, on a parlé des attentes, de la personnalisation, du mémoire technique. Mais si vous avez vraiment besoin, de faire un point là-dessus, on organise des ateliers de 2 heures sur le mémoire technique. Donc là, par exemple, les 2 prochains, alors c'est le 7 février à Laxou et le 28 février à Chaumont. Si vous téléchargez le support au format PDF, normalement, vous avez le lien qui fonctionne. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant, sachant que les places sont limitées à le lien de préinscription du 4 avril ne fonctionne pas. Ah, bon, je vous fais un mail à la fin du webinaire pour vous le renvoyer. C'est bizarre que ça fonctionne pas. Je vais regarder ça. Voilà, pour vous motiver, hein, sachez qu'aujourd'hui, on a plus d'un marché public sur 2 qui est remporté par une PME. Qu'aujourd'hui, le mémoire technique, c'est 60 de chances de remporter le marché et qu'on a un bon taux de réussite, par rapport à l'accompagnement, sur les marchés publics. On propose du coup ces ateliers-là, et aussi à l'issue de ces ateliers, une première relecture de mémoire technique gratuite. Voilà, si vous avez participé à un atelier, proposé par la chambre, vous avez aussi la possibilité de faire relire votre mémoire technique. Donc le 7 février à Laxou dans le 54 et le 28 février à Chaumont en Haute-Marne. Voilà, alors j'ai parlé d'engagements environnementaux, dans la commande publique. Mais sachez également, qu'au-delà de l'accompagnement marché public, on a un accompagnement développement durable. Donc si vous avez besoin d'aide pour renforcer vos engagements environnementaux, faire des économies d'énergie, faire un diagnostic sur les solutions de mobilité, sur l'énergie, sur, les déchets, sur l'eau, voilà, on a toute une équipe, de conseillers de développement durable dont vous avez les coordonnées que vous pouvez contacter
pour un accompagnement, un diagnostic, un accompagnement. Il y a aussi des webinaires qui sont proposés sur les différentes thématiques en lien avec le développement durable. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec le conseiller développement durable de votre territoire. Et vous avez encore à nouveau mes coordonnées, les coordonnées de Cécilia. N'hésitez pas à me passer un petit coup de fil si vous avez besoin qu'on échange davantage sur votre cas et qu'on regarde ensemble les solutions d'accompagnement qui seraient les plus appropriées. Je regarde le temps de vous laisser quelques minutes pour les questions. Je regarde concernant le lien de préinscription, voir ce qui ne fonctionne pas. Je vous l'ai remis dans le chat. Normalement, ça fonctionne, hein. Moi, je viens de le tester, ça fonctionne chez moi. N'hésitez pas peut-être à changer de navigateur. Peut-être que c'est ça. Dites-moi si ça fonctionne un peu mieux. Et je reste vraiment à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, c'est fait pour. Si je dois revenir sur un élément, sur le mémoire technique, ou si vous avez des questions par rapport à votre activité, je suis là pour ça. Sinon, je vous invite. Est-ce qu'il y a aussi parmi vous peut-être des gens qui ne sont pas en Moselle, qui ne sont pas en Haute-Marne, qui ne sont pas en Meurthe-et-Moselle et qui souhaiteraient participer à un atelier sur le mémoire technique? N'hésitez pas à me le dire, parce que moi, je fais vraiment aussi en fonction des sollicitations que je reçois. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'avoir un accompagnement près de chez vous, à me le dire dans le chat. Hop, et je remets mes coordonnées. N'hésitez pas aussi à télécharger le support au format PDF pour retrouver tous les exemples, les coordonnées, les liens. Alors, dans les Ardennes, avez-vous des ateliers mémoire? Non. Alors, pas pour le moment, mais je peux voir comment est-ce que ça peut s'organiser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes des Ardennes ou de la Marne qui seraient intéressées? N'hésitez pas. Je me le note. Et puis, je reviendrai vers vous. Voilà, ça sera peut-être plutôt au printemps. Ouais, peut-être en avril, éventuellement, ou en mai, si ça peut vous intéresser. Le temps qu'on s'organise. Ok, bon, tant mieux si vous n'êtes pas pressé. Je reste encore pour les questions. Ceux qui n'ont pas de questions, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et puis voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi, je suis vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions. Et voilà. Le lien de préinscription fonctionne. Bon, bah ça c'est super. C'est super. Si vous avez des problèmes pour vous inscrire, si vous avez des difficultés, faites-moi un mail et on verra ensemble comment s'arranger pour que vous puissiez vous inscrire si jamais vous le souhaitez. N'hésitez pas, je reste encore, moi je ne suis pas pressée. Si quelqu'un souhaite ouvrir son micro aussi pour poser une question, n'hésitez pas à me le dire, je peux vous donner la parole. L'atelier est aussi à destination des entreprises qui ont déjà un mémoire technique. Oui, tout à fait. Si vous avez déjà un mémoire technique et que soit vous mettez trop de temps, soit vous le trouvez trop long, soit c'est quelqu'un qui l'a commencé, vous avez récupéré une base de mémoire technique de quelqu'un d'autre, soit vous êtes souvent mal noté sur votre mémoire technique, ou alors simplement vous voulez l'améliorer, vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi me l'envoyer si vous souhaitez que je le relise. Il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus.
Alors, vous êtes dans les Vosges. Vous seriez intéressé pour, est-ce que vous êtes pas trop loin de Laxou? Parce que bon, l'objectif, c'est pas non plus de vous faire 3 heures de route. Heu, je peux sinon voir si, dans les Vosges, j'aurais une possibilité. Est-ce que vous êtes plus proche d'Épinal ou de Nancy? C'est ça la question. Heu, parce que parfois on peut être dans le même département, mais pas forcé mais parfois plus intéressé pour aller, dans un autre département. Heu, 45 minutes des 2 villes, OK. Bon, bah, effectivement, dans ces cas-là, Laxou, ça peut être bien. N'hésitez pas à vous inscrire, parce que ça arrive quand même relativement vite. J'ai déjà, au moins 5 inscrits. On essaye de limiter, hein, pour les ateliers à 8-10 personnes grand maximum. Voilà, pour permettre à chacun de s'exprimer, à chacun de poser ses questions, de soumettre aussi son document, si jamais il le souhaite. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et je le répète, c'est gratuit pour les entreprises immatriculées à la chambre de métier. Donc profitez-en. On est les seuls à proposer ce type d'atelier. Donc, vous ne parvenez toujours pas aux préinscriptions MES. OK. Faites-moi un mail, si vous en êtes d'accord avec, votre, adresse mail, votre numéro de téléphone et puis je vous ajouterai si ça vous va. Je vous inscrirai. Super. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur les ateliers, sur, les critères environnementaux? Est-ce que ça a répondu à vos attentes? Est-ce que vous auriez besoin d'un autre webinaire pour aller plus loin ou d'un atelier dédié? Voilà, n'hésitez pas à me faire remonter aussi vos souhaits, vos besoins d'accompagnement. Est-ce qu'il y a une autre thématique qui vous intéresserait, qu'on pourrait traiter soit en webinaire, soit en atelier? Heu, OK, super. N'hésitez pas à m'appeler, il y a pas de problème. Heu, je suis disponible. Super. Bah, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Je vous souhaite, une belle fin de matinée, un bon appétit et puis je reste vraiment à votre disposition, pour qu'on puisse échanger, davantage, à l'issue du webinaire. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de matinée, puis, à très vite.